Alors, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Gargantua et particulièrement sur la lecture des premiers chapitres de l'œuvre. Donc, je vous ai résumé là sur cette page les thèmes principaux de ces chapitres. Donc, le premier consistera dans la généalogie de Gargantua. Ensuite, quelque chose d'assez bizarre, c'est Fanfreluche antidoté. Ensuite, le chapitre 3, c'est la grossesse de Gargamel. Le 4, le festin de Tripes. Le 5, les propos d'ivrogne. Et le 6, la naissance. Donc, ce qui vous permet d'avoir une vision assez synthétique de ce début d'œuvre. Alors, on y va pour la lecture du texte et les annotations. Alors, ce premier chapitre donc s'intitule « De la généalogie et antiquité de Gargantua ». Alors, il s'agit en fait de présenter pour le narrateur une sorte de généalogie de son personnage, comment les géants naquirent en ce monde et comment par ligne directe en est sorti Gargantua, père de Pantagruel. Donc on a une référence à la descendance du personnage, donc Pantagruel qui sera son fils. Et ensuite, une sorte de petite blague. Plaise à Dieu que chacun sache sa généalogie de façon aussi certaine depuis l'arche de Noé jusque à notre époque. Donc ici, on a le thème traditionnel de la roue de la fortune ensuite, pour montrer que certains qui étaient autrefois de grands personnages sont devenus aujourd'hui des mendiants, et ainsi de suite. Alors, on va avoir cet aspect, une petite attaque aussi contre les rois et les puissants. Par la suite, je crois que je descends de quelques riches rois et princes du temps jadis. Donc ça, c'est le narrateur qui nous dit ça. Car jamais vous n'avez vu un homme qui ait un plus grand désir que moi d'être roi et riche afin de faire banquet, ne pas travailler, ne pas me faire de soucis et bien enrichir mes amis et tous les gens de bien et de savoir. Donc voici ce qui définit un roi selon le narrateur. Forcément, c'est pas très sympathique pour les rois. Et en tout cas, il explique qu'il aimerait être comme ça, mais qu'il ne l'est pas. Et pour se réconforter, faut boire un petit coup parce que ça fait toujours du bien. Alors, il retourne ensuite à ses moutons. Je vous dis qu'un don souverain des cieux nous a conservé l'antiquité et la généalogie de Gargantua, plus entière qu'aucune autre. Donc là, fait extraordinaire, on connaît toute la généalogie du personnage. Et cette généalogie fut trouvée par Jean Odo dans un pré. En faisant nettoyer les fossés, les piocheurs touchèrent de leur houe un grand tombeau de bronze. Donc c'est-à-dire qu'on a retrouvé par hasard cette généalogie en creusant tout simplement dans un pré. Et les gens qui creusaient ont trouvé une boîte, un tombeau de bronze dans laquelle on a trouvé 9 flacons, et celui du milieu couvrait un gras, grand, gris, joli petit moisi-livre, donc ce fameux livre au milieu des bouteilles, sentant plus que les roses, mais pas si bon, ça sentait pas forcément la rose justement. Et on y trouve donc la dite généalogie, non pas sur du papier, mais sur de l'écorce d'ormeau, dont on s'en servait auparavant pour faire des meubles. Les meubles en ormeau, c'était des meubles précieux. Et maintenant, donc, on va pouvoir avoir cette généalogie. Et il a fallu la déchiffrer, donc le narrateur explique que lui-même a dû s'atteler à déchiffrer cette généalogie. Et on a trouvé aussi un petit texte assez bizarre. Les fanfreluches antidotés et les bestioles ont mangé une partie de ce petit texte. Et donc, il annonce ainsi à la fin du chapitre 1, le chapitre suivant, sur ces fameuses fanfreluches antidotées. On passe au chapitre 2. Les fanfreluches antidotées trouvées en un monument antique. Donc le monument antique, c'est bien la généalogie de Gargantua. On remarque tout de suite qu'il manque des lettres assez bizarres. Et bien ce sont les lettres forcément qui ont été mangées par les rats. Donc ce qui donne une lecture tout à fait difficile au départ. Alors ce texte, vous avez une note dans l'édition qui est très bien faite. L'ensemble du chapitre qui suit est une énigme qui n'a jamais été résolue, même si des allusions à la vie politique du temps de François Ier ont été décryptées. Alors c'est un texte poétique, il y a certainement beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre, c'est une sorte de petit blague, entre guillemets, mise par Rabelais ici. Il faudrait être spécialiste pour vraiment s'atteler à la compréhension de ce texte. Je vous conseille, l'œuvre est déjà assez complexe, de passer ce passage, parce que c'est très très compliqué à comprendre. Hein. Vous retenez juste que c'est voilà, ce texte qu'on a trouvé dans la généalogie de Gargantua, et ça ira très bien comme ça. Donc, je passe sur ce passage, hein, vous le lisez, c'est en vers, c'est assez important. Il faut savoir que c'est un texte en vers, trouvé avec la généalogie de Gargantua, et qu'on ne comprend pas très bien.
Je passe au chapitre 3, comment Gargantua fut porté 11 mois dans le ventre de sa mère. Ah, la fameuse grossesse de Gargamel. On est tout de suite dans le domaine du conte, de l'extraordinaire, puisque la grossesse dure 11 mois. Grand Gousier était un bon vivant en son temps, aimant boire cul sec autant comme au monde, et il mangeait volontiers salé. On est bien chez Rabelais, avec l'importance du vin et de la nourriture. En son âge d'homme, il épousa Gargamel, fille du roi des papillons. Belle femelle et bonne figure. Et ils faisaient souvent ensemble la bête à deux dos, se frottant le lard joyeusement, si bien qu'elle engrossa d'un beau fils et le porta jusqu'au 11e mois. Ils adorent coucher ensemble, et forcément, elle devient enceinte et va porter son enfant pendant le 11e mois. Vous avez ensuite les naissances extraordinaires, donc il enchaîne sur des digressions, les naissances extraordinaires dans la mythologie, donc il parle de l'enfant que Neptune fit à une nymphe, qui naquit aussi après un temps de grossesse extraordinaire. On va avoir ensuite les longues grossesses chez les auteurs anciens, donc il fait référence en tant que médecin évidemment à Hippocrate, à Pline l'Ancien dans l'histoire naturelle, mais aussi à d'autres auteurs. Plaute dans la cassette, donc Plaute c'est un auteur de théâtre. Varron c'est le grand savant de l'époque d'Auguste. Censorinus, moins connu. Aristote évidemment, la nature des animaux. Et Olugel dans les Nuits Attiques. On va avoir toutes ces références-là qui ont pour but de confirmer la possibilité d'une naissance au bout de 11 mois. Et il poursuit ensuite, en moyennant ces lois, les veuves peuvent librement jouer du cerf-croupière à la demande, coup tenté, coup perdu, 2 mois après le trépas de leur mari. Eh bien, tout simplement, grâce à cette naissance extraordinaire et ces naissances au bout de 11 mois, eh bien, si une veuve donne naissance à un enfant 11 mois après la mort de son mari, ça fonctionne encore pour que l'enfant soit reconnu comme un enfant légitime et non pas un bâtard. Et si quelqu'un les blâme de se faire racorniculer ainsi pendant leur grossesse, donc il explique que dans ces cas-là, on en profite surtout pendant les 2 mois, on va dire, de battement entre eux après la mort du mari. Là, c'est la fête, tout est permis pour les veuves. Elles peuvent aller fricoter avec qui elles veulent. Si le diable ne veut pas qu'elles engrossent, il faudra fermer le robinet et bouche close. Donc une petite conclusion à la Rabelais. Chapitre 4, le fameux festin de tripes. Comment Gargamel, étant grosse de Gargantua, c'est-à-dire étant enceinte de Gargantua, mangea une grande abondance de tripes. Les tripes, ce sont les abats. Vous pouvez en acheter au supermarché si vous voulez goûter, c'est très très bon. Voici à quelle occasion et de quelle manière Gargamel enfanta, donc les circonstances de la naissance de Gargantua. La chose est posée directement. Et si vous ne le croyez pas, que le cul vous échappe, très très belle malédiction à retenir et à proférer très souvent. Le cul lui échappait une après-dînée, c'est-à-dire qu'elle avait la chiasse, comme dirait Rabelais. Le 3e jour de février, parce qu'elle avait trop mangé de godbillots. Alors les godbillots, justement, ce sont les tripes. Donc ça a commencé par lui provoquer une belle chiasse. Donc il explique ensuite ce que sont les tripes, comment on les fait. Les tripes furent copieuses, comme vous le comprenez. Bah oui, forcément, si ça lui a donné la diarrhée. Il n'était pas possible de les mettre longtemps en réserve car elles auraient pourri. Alors là, on explique qu'en fait, ils se sont bafrés de tripes parce qu'on en a fait beaucoup et que les tripes, ça se conserve pas, donc il faut bien les manger. D'où il fut conclu qu'il les baffrerait sans rien en perdre. Il faut tout manger. Là, le bonhomme Grand Gousier y prenait un bien grand plaisir et commanda que tout y aille par pleine gamelle. Il fallait tout manger, on en servait à plus savoir quoi en faire. Il disait toutefois à sa femme qu'elle en mangea le moins possible vu qu'elle approchait de son terme. Attention Gargamel, si tu manges trop de tripes, tu vas être malade et c'est pas terrible pour une femme enceinte. Nonobstant ses remontrances, rien à cirer de ce qu'il a dit, elle en mangea 16 muides, 2 bussards et 6 tupins, ce qui fait, on va dire, pas mal. Après dîner, à la Soleil, ils dansèrent au son de joyeuses flûtes et de douces cornemuses. Donc il s'agit en fait, après avoir mangé toutes ces tripes, on va se faire un petit, une petite fête à la Soleil. Donc c'est-à-dire là où poussent les saules. Et on va se refaire une petite collation, c'est le sujet du chapitre 5. Chapitre 5, les propos des bienivres.
Eh bien, en fait, c'est un chapitre qui met en scène des propos de beuverie pendant cette collation à la Soleil. Alors, on va en avoir toute une série. Ce chapitre va être basé sur le comique de mots, sur des propos grivois. Je vous en ai fait une petite sélection. Ce sont des propos d'ivrogne, quasiment des brèves de comptoir. Il n'y a pas grand-chose à en retenir, si ce n'est évidemment le comique qu'on va appeler ensuite le comique rabelaisien, ce comique du ventre, vous allez voir dans la sélection. Alors on se pose évidemment des questions vraiment existentielles, parce qu'on veut vraiment comprendre quand on est bourré le sens du monde. Donc qui fut le premier, la soif ou la beuverie? Donc c'est toujours la question de la poule et de l'œuf. La soif, car qui aurait bu sans soif pendant le temps de l'innocence? Beuverie, donc on a différentes opinions là-dessus. Des petits propos un peu salaces qu'il faut bien comprendre ainsi. Mouillez-vous pour sécher ou séchez-vous pour mouiller? Je ne commande pas, vous le ferez vous-même. Autre petit propos intéressant, c'est bien chier, chanter, buvons. Aussi, toujours dans les propos d'ivrogne, et franchement salace. Mais si ma couille pissait à l'urine, la voudriez-vous bien sucer? Ça vaut le coup de lire, hein. Franchement, ne passez pas ce chapitre, c'est du bonheur en barre. Des petites rimes, entre guillemets, des jeux de mots. Le grand Dieu a fait les planètes et nous faisons les plats nets. Donc là, un beau jeu de mots sur le comique. L'appétit vient en mangeant, disait Jérôme de Angest au Mans. La soif s'en va au buvant. Évidemment, tout ça, c'est toujours sympa à entendre. Et pour clore le chapitre, à la mode de Bretagne, on le vide ce vin. Avaler, c'est bon pour la santé. Toute allusion sexuelle est évidente. Enfin, on en arrive au chapitre 6 pour clore cette petite lecture rapide des premiers chapitres. Comment Gargantua naquit de façon bien étrange? Eh ben oui, évidemment, ça va être compliqué. Alors, pendant qu'il tenait ses menus propos de beuverie, Gargamel commença à se sentir mal du bas. Donc, les chapitres 5 et 6 se passent en même temps, pendant que Grand Gousier se saoule avec ses potes, on va dire, et tient des propos hautement philosophiques. Gargamel commence à avoir mal au ventre. Grand Gousier l'a réconforté gentiment, il a fini par venir, même si la douleur lui donnait de la fâcherie, toutefois, elle serait brève. Ça, c'est le propos du mari qui veut consoler sa femme. Ne t'inquiète pas, ça fait mal, mais ça va aller vite. Et il lui dit encore pour la consoler, « Débarrassez-vous de celui-ci et bientôt nous en referons un autre. Accouche vite, chérie, qu'on puisse de nouveau faire la bête à dodo. » Mais, alors, elle n'est pas forcément... elle ne goûte pas tellement la blague. Plût à Dieu que vous l'eussiez coupé. Donc, tu aurais mieux fait de te faire couper le membre. Et Grand Gousier a un peu peur. Mon membre, sans de bouc, si ça vous semble bon, faites apporter un couteau. Il est prêt à tout pour lui faire plaisir. Alors, et finalement, vu qu'il ne parvient pas vraiment à la calmer, courage, courage, je m'en vais boire un coup. Bon, à coup, chérie, je vais boire un coup. Peu de temps après, elle commença à soupirer, lamenter et crier. Alors là, ça commence vraiment à faire mal. Et les sages-femmes arrivèrent en foule de tous les côtés. Trouvèrent quelques morceaux de peau d'assez mauvais goût. Elle pensait que c'était l'enfant, mais c'était le fondement qui lui échappait. Elle ne perd pas les os, elle perd le fondement. Le fondement, c'est le cul. Parce qu'elle avait mangé trop de tripes, donc eh bien c'est parti. Les sages-femmes arrivent et Gargamel a la diarrhée, donc elle perd son fondement. Les sages-femmes prennent la chose en main. Donc, une repoussante vieille de la compagnie lui fit un restrictif si horrible que tous ses trous en furent étranglés et resserrés, que vous les auriez à grand-peine élargis avec les dents. Eh bien, la sage-femme, qui est une experte absolue, va lui boucher tous les trous du bas. Par cet inconvénient, bah oui, c'est pas facile, furent aussitôt relâchés les côtés de la matrice. Alors, puisqu'en bas, c'est bouché, en quelque sorte, l'utérus se dilate, par lesquels l'enfant sursauta, donc les côtés de la matrice, l'enfant sursaute, il est en quelque sorte poussé vers le haut, il entra dans la veine creuse et, grimpant par le diaphragme jusqu'au-dessus des épaules, prit son chemin à gauche et sortit par l'oreille gauche.
Donc la naissance de Gargantua se fait par l'oreille de Gargamel. Dès qu'il fut né, il ne cria pas comme les autres enfants « Mi, mi !» mais à haute voix s'écriait « À boire, à boire, à boire !» comme s'il invitait tout le monde à boire. Et donc on a ici l'origine du nom de Gargantua. Petit commentaire du narrateur au lecteur. Je me doute que vous ne croyez absolument pas cette étrange naissance. Si vous ne la croyez pas, je m'en fiche. C'est un peu comme tout à l'heure dans le prologue où il disait à ses détracteurs « Je vous dis merde ». Eh bien là, le lecteur, tu ne me crois pas, je m'en fous. Mais un homme de bien, un homme de bon sens croit toujours ce qu'on lui dit et qu'il trouve par écrit. C'est l'argument extraordinaire. Si c'est écrit, c'est que j'ai raison. Et fin du chapitre, je vous dis qu'adieu, alors il va utiliser une sorte d'argument d'autorité, en disant non, mais la naissance de Gargantua par l'oreille est possible, je vous dis qu'adieu, rien n'est impossible, et s'il le voulait, les femmes auraient ainsi dorénavant leurs enfants par l'oreille. Tout simplement, il dit, si Dieu le décide, bientôt on enfantera par l'oreille. Bacchus ne fut-il pas engendré par la cuisse de Jupiter? Il va donner toute une série d'exemples de naissances bizarres. Roctaïa ne naquit-il pas du talon de sa mère? Croque-mouche de la pantoufle de sa nourrice, ça devient plus compliqué. Minerve par l'oreille du cerveau de Jupiter, Adonis par l'écorce d'un arbre Amir, Castor et Pollux de la coquille d'un œuf pondu et couvé par Léda. Donc, les preuves de la véracité du récit, Dieu a tout pouvoir pour faire enfanter les femmes par l'oreille, et on a de nombreux récits de naissances atypiques dans les contes populaires ou la mythologie. Et le dernier argument d'autorité, c'est évidemment ce qu'utilise très souvent Rabelais. Pline l'Ancien, dans son histoire naturelle, en parle, et on a ainsi donc cette naissance possible de Gargantua par l'oreille. Donc voici pour cette lecture rapide des premiers chapitres